Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychologie de comptoir spécial Halloween numéro 2. Oui, je suis en retard, Adam, qu'est-ce que tu vas faire? M'empêcher de sortir l'épisode? Eh non, tu peux pas. Comme beaucoup de personnes, j'ai tout particulièrement apprécié la série Squid Game de Won Dong-hyuk. Et devinez qui a décortiqué les personnages à la loupe? Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'analyser la construction de chacun des personnages et de les comparer à une œuvre que j'ai déjà vue dans le passé, Hunger Games. Et c'est alors que je me suis dit, et si je faisais un petit épisode pour Halloween en moins de 2 semaines? Croyez-moi, mater autant de séries, de films et d'animés sur une si courte durée ne plaît absolument pas à mon sommeil. Mais je m'en sors vivante un rêve sur 2, donc... Avant que je commence, je précise que cet épisode contient évidemment des scènes graphiques qui peuvent choquer les plus jeunes et les plus sensibles. J'invite donc les personnes qui sont plus sensibles à ne pas le regarder et à plutôt écouter le podcast fait pour l'occasion afin d'offrir une accessibilité au plus grand nombre. Bien entendu, dans ce genre de situation, j'essaye de repérer les piliers du genre qui se fait dans le même domaine, et aussi je vous fais confiance à vous, followers Twitter, pour me guider vers les œuvres les plus appropriées. Et dans le style de Squid Game, nous allons retrouver deux concepts. D'un côté, les œuvres exactement comme cette série qui n'innovent bien sûr pas dans ce genre, le mode Battle Royale. Tous les concurrents sont égaux et jouent pour le même prix ou un objectif, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul finaliste ou que tous les candidats se sortent vivants de la partie. De l'autre, les œuvres que l'on pourrait appeler mode chasse. Dans ces œuvres, le personnage principal est pris en chasse par un groupe. Le but pour lui est de s'en sortir vivant afin de récolter le prix de la victoire. Et j'ai décidé de m'intéresser au premier cas de figure. Pourquoi, me diriez-vous? Bah parce que j'ai bien aimé Squid Game. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti! Premièrement, présentons l'œuvre qui m'a poussé à faire cette chronique. Squid Game, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce petit bijou de Netflix, est une série sud-coréenne diffusée en 2021 après 14 ans de travail de la part du réalisateur et scénariste de la série. Elle met en scène Seong Ji-hoon, un père divorcé vivant chez sa mère qui a de graves soucis financiers. Entre emprunt à des groupes douteux, paris et absence d'emploi stable, il va décider de participer à une compétition qui promet une somme de 45 milliards de won à quiconque gagne le tournoi. Cependant, le petit détail manquant dans les règles de ce tournoi est que l'élimination à chaque jeu, inspirée de ceux de cours de récré, est fatale. Je ne pourrais pas parler de tous les personnages que l'on trouve dans cette œuvre car ils sont trop nombreux et ce n'est pas mon but aujourd'hui, mais nous allons nous concentrer sur deux en particulier que l'on trouve particulièrement dans les œuvres du même style, celui de Ji-hoon et celui de Sang-woo. Pour décortiquer ces personnages, nous devons mettre en avant l'environnement dans lequel ils sont plongés et dans lequel sont plongés d'autres personnages d'œuvres similaires. Un groupe de personnes plus ou moins large se retrouve enfermé dans un lieu qu'ils ne peuvent localiser. Ils y sont poussés à jouer à un jeu et ou à vivre dans certaines conditions afin de pouvoir sortir. En fonction des œuvres, le type d'objectif varie, tout comme les conditions de sortie. Bien que chaque participant semble unique de par sa manière d'agir et de réagir, et que les organisateurs semblent choisir les candidats au hasard, ils partagent tous une caractéristique commune. Que ce soit un lieu fréquenté au moment de l'enlèvement, une situation financière compliquée, une tranche d'âge, une absence de but dans la vie, etc., etc., les personnages vont se retrouver ensemble par un élément commun, mais se retrouver en compétition les uns contre les autres, qu'ils aient officiellement donné leur accord pour participer au jeu ou non. Le jeu, ou la situation dans sa globalité, va faire face à plusieurs phases. La panique générale, l'acceptation de la situation ou du besoin d'être dans cette situation, la colère et la peur qui poussent les joueurs les uns contre les autres, l'espoir de pouvoir sauver tout le monde et le désespoir face à l'échec. Pas forcément dans cet ordre et dans les grandes lignes. Plus le groupe est large, plus vite on éliminera les participants afin d'isoler celles et ceux dont la construction nous intéresse. À la fin, on va isoler quelques personnages qui seront celles et ceux auxquels on voudra vous attacher. J'aimerais pouvoir les analyser un par un, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les persos que l'on retrouve le plus dans ce genre de fiction, l'empathique et l'analyste. Je m'explique. Dans ce genre de fiction, on retrouve deux personnages assez distincts, et ce depuis les débuts du genre, que l'on peut identifier à travers Cube, Battle Royale ou encore dans un genre plus horrifique, Saw. D'un côté, on aura l'empathique ou l'impulsif. C'est le personnage que l'on retrouvera le plus communément dans ce genre de fiction. Peu importe son histoire ou ce qui le pousse à participer au jeu, à partir du moment où il comprend que ce dernier pousse les joueurs à s'entretuer, son but sera de sortir et de gagner, mais en sauvant le plus de gens possible et ou en faisant tomber le système. Il est engagé émotionnellement envers les participants, notamment ceux qui sont dans son équipe dans le cas des gros groupes, et il considère chaque participant comme son égal. Pour lui, le problème n'est pas de se battre contre les autres, mais de se battre contre ceux qui ont organisé ce genre de jeu. Cette caractéristique émotive qui le rend attachant le rend aussi particulièrement vulnérable, car vu qu'il considère certains participants comme ses amis et alliés, il est incapable de les trahir car il n'imagine pas que quelqu'un puisse le faire dans ce genre de situation. C'est là qu'arrive l'analyste.
L'analyste est un personnage beaucoup plus terre-à-terre. Je l'appelle ainsi car plus méthodique que son comparse, il va analyser toutes les informations à sa portée afin d'augmenter ses chances de gagner. Ces informations peuvent être antérieures au jeu, une analyse des jeux en eux-mêmes, mais aussi et surtout une analyse du comportement des autres. Ainsi, il pourra identifier ce qui lui permettra de gagner contre certains participants, quand bien même ces participants sont ses alliés. Et pourquoi ? Car il est réaliste. En analysant la situation, il évalue si cette dernière lui permet de sauver son partenaire de jeu tout en se sauvant lui-même et privilégiera sa vie au détriment de celle des autres s'il est en danger. Il est totalement conscient de la réalité de la situation, de la capacité ou non à s'évader à plusieurs du jeu et des éléments qui lui permettront d'assurer sa victoire. S'il peut gagner avec les autres, tant mieux. S'il doit gagner seul, tant pis. Et s'il le faut, il cachera même des informations à ses alliés afin de pouvoir tourner la situation à leur avantage ou au sien, là où l'empathie cache des informations à ses alliés pour les protéger de la réalité de la situation. Dans le cas où ce personnage existe, il sera lié au personnage empathique par un lien fort. Que ce soit une stratégie commune pour s'en sortir, une amitié naissante ou un lien dans le passé, ces personnages sont connectés de près ou de loin, ce qui va amener le personnage impulsif à penser qu'il peut lui faire confiance. Alors qu'en réalité, rappelez-vous que le but de l'analyste est de s'en sortir ou de gagner par tous les moyens, quitte à devoir sacrifier les autres pour pouvoir s'en sortir. Attention, ce n'est pas une trahison violente envers l'empathique. L'analyste l'apprécie. S'il le peut, il va l'emmener avec lui le plus loin possible ou le sacrifier tout en sachant qu'il va s'en sortir, le tout pour assurer sa stratégie de le mener le plus loin possible. Les prises de décision qu'il choisit sont celles qui auront le plus de chances d'amener à sa survie, mais aussi à celle de son accompagnant, notamment car dans la majorité des cas, ce dernier pourra assurer sa survie. Après, ce rôle varie en fonction de chaque œuvre avec plus ou moins de nuances, mais c'est à peu près ce que l'on peut identifier de ce personnage. Si on le retrouve moins souvent au sein des œuvres que j'ai pu observer contrairement au personnage empathique, c'est parce que l'empathique sera généralement le personnage principal de l'œuvre. Je le dis assez souvent dans mes épisodes, mais le but d'une œuvre est de vous faire apprécier le personnage dont vous suivez l'aventure, malgré son caractère, ses défauts, son mode de vie, etc. Le personnage empathique est plus appréciable car il va dévouer son temps et son énergie à essayer de sauver les autres, à mettre sa vie en péril pour eux, etc. Il est spontané. Comme le soulignait le réalisateur de Squid Game lorsqu'il travaillait sur la construction du personnage avec Lee Jong-jae, il faut créer un personnage qui soit à la fois assez mauvais pour qu'il ait une raison de participer au jeu, mais suffisamment bon pour que l'on ait envie qu'il gagne. Et c'est pour ça que, selon moi, et c'est une opinion personnelle, il n'y a aucun intérêt à placer l'analyste en personnage central. Que vous souhaitiez participer au jeu ou non, vous y êtes forcé, et selon les règles, vous devez éliminer les autres pour pouvoir vous en sortir, quand bien même les participants réussiraient ou peuvent s'en sortir à plusieurs. De ce fait, la vision de l'analyste est celle que n'importe qui pourrait avoir dans ce cas de figure. Il s'agit d'une vision logique. S'il n'y a qu'un seul gagnant, alors éliminer ses adversaires, honnêtement ou non, assure la survie. Ce personnage a pour but de nous mettre en conflit avec nous-mêmes. D'un côté, on comprend sa vision car sa méthode est logique. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'utiliser les méthodes pour assurer sa survie avant celle des autres. Mais de l'autre côté, on le déteste car il va trahir un bon nombre de personnages, dont l'empathique, auxquels on se sera attaché durant le film ou les épisodes de la série, car on veut qu'ils s'en sortent tous, ou presque. Le but de l'analyste est de ramener un côté réaliste à l'œuvre, de casser l'utopie où tout le monde peut être gagnant alors que ce n'est pas le cas. Et ça, mes chers viewers, c'est comment on construit un méchant. Petite parenthèse vu qu'on passe par là. Un bon méchant, un méchant dont on se souvient, est un méchant qui a un but, qu'il soit personnel ou général. Que ce soit de prendre sa vengeance, de faire un monde meilleur, de faire prendre conscience de la réalité au monde, se sortir du quotidien malheureux dans lequel il est, toutes ces décisions seront prises dans le but de réaliser cela, même si cela passe par le mauvais choix. L'analyste est un antagoniste, le méchant du groupe, avec des grandes guillemets, qui va prendre toutes les décisions dans le but de gagner. Et en soi, son but est logique, humain, mais la manière de s'y prendre pour réussir et la mise en comparaison avec le personnage principal qui réussit sans ses méthodes va détruire la possibilité d'appréciation du personnage de manière complète. C'est pour cela que l'on ne met pas l'analyste en personnage principal, car le personnage principal doit gagner, et on ne peut pas faire gagner l'analyste, ou du moins pas directement ou par le biais du personnage central. Si on le souhaitait, et parmi les œuvres que j'ai vues, on peut, il faut maintenir le doute sur sa vraie nature ou que l'influence du personnage empathique soit telle qu'elle change sa vision au point qu'il se mette en danger pour le bien commun. Dans le premier cas, c'est ce que fait The Circles. En rendant appréciable le participant ici, qu'on appellera Ryan car aucun d'entre eux ne se présente vraiment, on voit en lui un bon samaritain alors qu'en vérité, il utilise la vulnérabilité des deux personnes les plus empathiques du jeu pour s'assurer la victoire. Il sait que l'un ou l'autre va se sacrifier pour permettre à l'autre de survivre. Ainsi, il suffit à Ryan de voter contre la dernière personne vivante pour s'en sortir.
Dans l'autre cas, on va retrouver Battle Game in 5 Seconds où le personnage central, Akira Shiro Yanagi, est un analyste qui va penser à sa victoire et comment les autres peuvent l'amener à gagner, mais qui sera influencé par ses sentiments envers l'empathique, ici Yuri Amagake, et qui met en doute l'impossibilité de gagner à plusieurs. Ce qui distingue l'analyste d'un vrai méchant, Sangwoo de Deoksu, Pita de Kato, Shogo de Kazuo, c'est que les décisions qu'ils prennent pour leur survie, bien que prises de sang-froid, ne leur fait pas forcément plaisir. Il ne prend aucun plaisir à trahir ses amis, il ne prend aucun plaisir à blesser quelqu'un, il ne prend aucun plaisir à tuer quelqu'un. S'il le fait, c'est parce qu'il sait premièrement l'importance du prix, que ce soit matériel ou spirituel. Deuxièmement, il sait aussi que ce prix ne se gagne pas sans manipulation, sans sacrifice, des choses qu'il sait que le personnage empathique serait incapable de faire. Prenons 2 exemples. Pita analyse l'importance de la popularité des tribus dans le jeu et utilise cette information pour créer une stratégie, notamment autour de potentiels sentiments qu'il aurait pour Katniss, dans le but d'attirer les sponsors qui peuvent permettre de survivre. Lorsque Sangwoo décide de pousser le verrier, le tuant par la même occasion, il le fait car il ne reste plus beaucoup de temps et que sans ça, soit il aurait dû se sacrifier, soit ils seraient tous morts par manque de temps. Et dans les 2 cas, il savait qu'il devait prendre cette décision car sinon le personnage empathique ne l'aurait pas fait. Comme je le disais auparavant, même si sa sensibilité et par conséquent son impulsivité est ce qui le rend appréciable, c'est aussi ce qui le rend le plus vulnérable. Cette vulnérabilité fait de lui l'un des candidats les moins enclins à la victoire malgré ses capacités et ses connaissances. À un moment donné, en plus de son opinion de départ, à savoir de ne pas tuer les autres, il va rencontrer une personne qu'il sera incapable de tuer pour X raisons, peu importe les conséquences. Le problème est que cette conséquence est la mort. Ne pas éliminer les participants signifie la défaite. Sans l'analyste, sans ses plans passés et futurs, il serait déjà mort. Et c'est pour cela qu'ils sont les 2 personnages les plus importants de ce genre d'œuvre. Ils dépendent l'un de l'autre dans leur parcours. Sans l'analyste, l'empathique serait probablement déjà mort car trop dans la spontanéité, dans l'impulsif et donc rapidement paniqué ou énervé dans des situations difficiles. Il prend les décisions les plus rationnelles pour assurer sa victoire ou la victoire du groupe. Mais sans l'empathique, l'analyste n'aurait pas pu aller bien loin non plus. En général, grâce à son habilité à se connecter aux autres et à les connecter entre eux, il permet à l'analyste de ne pas être isolé, une stratégie qu'il aurait sûrement adoptée, ce qui aurait pu lui coûter cher. Un personnage isolé est un personnage suspect ou celui qu'on regrette le moins de tuer. De plus, c'est grâce à l'impulsivité du personnage, sa capacité à prendre des décisions quand tout semble perdu, qui lui permet de se sauver et de sauver les autres. Au final, les 2 personnages se complètent l'un l'autre. C'est pour cela que bien souvent, ils sont associés et ou finissent la compétition ensemble. J'ai dit bien souvent. Le problème est qu'à un moment donné, un gros élément vient faire pencher la balance et la capacité ou non des personnages à s'en sortir ensemble. En 4 mots, la peur de la mort. La peur de la mort est un peu obligatoire dans ce genre de film ou de série. À partir du moment où la règle se résume à éliminer ou être éliminé, les personnages font forcément face à des situations où leur vie en particulier est en jeu. J'entends par là que si ce n'est pas l'autre, c'est eux. Le problème est que nos personnages ne gèrent pas la mort de la même façon. Et cela est dû à leurs caractéristiques principales, la logique et l'impulsivité. L'analyste aura tendance à perdre son sang-froid lorsque la mort s'approchera trop de lui. Son aspect logique lui rappelle que s'il ne prend pas de décision rapidement, son heure sera venue. À partir de là, toutes les décisions qu'il va prendre vont tendre vers sa victoire, que ce soit en se cachant, en s'associant à d'autres personnages pour survivre ou en éliminant la concurrence. C'est quelque chose que l'empathique ne peut pas comprendre. Uniquement guidé par ses émotions, toutes ses décisions vont être guidées par ces dernières, si bien que l'impulsivité passe au-dessus de la peur. Il ne laisse pas ses amis ni de côté ni en danger, quitte à se mettre en danger lui-même et à prendre des décisions courageuse. Oui, dans cette situation, une décision courageuse est une décision stupide. Enfiler un costume de souris alors que les chats semblent les viser en priorité, prendre dans son équipe une personne âgée tout en sachant qu'elle constitue évidemment un désavantage, tenter le tout pour le tout en proposant à son dernier adversaire d'avaler des baies empoisonnées, voler la voiture d'un participant en espérant lui sauver la vie dans une des épreuves les plus dangereuses du jeu, etc., etc. Ces décisions sont clairement stupides et dangereuses car le candidat se met en danger de mort en espérant que ses décisions ne laissent personne de côté. Mais au final, ces décisions impulsives lui sauvent la vie. Si Ji-Hoon avait laissé Il-Nam de côté lors du tir à la corde, il se serait certainement déjà avoué vaincu avant de monter en haut de la grue. Si Chun n'avait pas décidé d'enfiler la tenue de souris, il n'aurait jamais su qu'une des solutions pour gagner était de gratter le dos du chat géant. Si Katniss n'avait pas tenté le tout pour le tout en proposant de manger les baies empoisonnées, Pita et elle auraient certainement dû s'éliminer l'un l'autre, etc., etc. Je pense que vous voyez où je veux en venir.
Au final, et je vais essayer de conclure là-dessus, je pense que la morale de ce genre d'œuvre n'est pas tellement que l'argent ne fait pas le bonheur, mais plutôt que la victoire est éphémère quand on la savoure seule. C'est pour cela que ces deux persos dépendent l'un de l'autre au-delà de leurs liens stratégiques ou relationnels. L'analyste ne pourrait pas aller aussi loin dans le jeu sans les liens de l'empathique et ses décisions impulsives, mais l'empathique n'aurait jamais pu éliminer ses adversaires même s'il n'avait pas eu le choix. Il est prêt à se sacrifier pour les autres, mais jamais il ne sacrifiera les autres pour lui. C'est un héros là où l'analyste est plus sur une construction de méchant. Plus, pas méchant. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'agit d'un personnage plus nuancé à travers les différentes œuvres que l'on peut trouver, mais aussi qu'il ne peut pas être le gagnant du jeu, du moins pas seul. On fait gagner le héros. Mais la beauté de la nuance, la beauté du fait que ce ne soit pas un méchant et qu'ils se complètent l'un l'autre, c'est qu'on peut les faire gagner ensemble. Et ça c'est beau. Je pense qu'il s'agit là d'une belle conclusion à cet épisode un peu fouillis, j'espère qu'il vous aura plu. J'aurais aimé pouvoir parler des autres patterns de personnages comme l'espion au sein du jeu, le symbole de paix et de pureté, celui ou celle un peu bourru mais sensible, le méchant... Pardon. Malheureusement je n'avais pas le temps comme vous pouvez le voir, mais si vous êtes intéressé pour que je fasse vraiment un épisode dédié totalement à toutes les constructions possibles dans ce genre d'œuvre, n'hésitez pas. Pour le moment je ne sais pas quand on se reverra, mais si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour partager vos opinions et à liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est vraiment un plaisir de voir vos retours, de voir que le contenu vous plaît toujours et que vous êtes prêts et prêtes à me suivre dans mes analyses de personnages. Et l'algorithme YouTube aime bien ça, donc hop hop hop! En tout cas, je vous remercie de me suivre depuis maintenant 4 ans. J'essaie toujours de m'améliorer pour vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, bye bye!